Donc, l'anesthésie-réanimation, Merci, monsieur. je répète parce que je découvre que le son a été coupé. Donc, l'anesthésie-réanimation, donc le langage d'anesthésie-réanimateur doit savoir parler et lire cardiologique, très important. Donc, j'ai dit qu'il ne faut pas que les gens disent aujourd'hui, je vais prendre en charge ou endormir un patient qui présente une cardiopathie. Par contre, je vais dire, voilà, aujourd'hui, je vais endormir un patient qui a une cardiopathie à type de valvulaire, RM, RAO, insuffisance tricuspidienne, et je vais essayer de le prendre en charge. Quelle technique anesthésique, quel monitorage choisir, quelle drogue anesthésique utiliser et quel est le devenir post-opératoire. Donc, les objectifs pédagogiques, donc connaître les pathologies valvulaires, faire le diagnostic positif, faire le diagnostic de gravité, construire un arbre décisionnel, la décision d'anesthésie, le choix de la technique anesthésique, le monitorage à utiliser pour chaque patient, les médicaments cardiologiques à maintenir ou à changer ou à introduire, les objectifs hémodynamiques péropératoires et on terminera par une surveillance post-opératoire avec l'analgie post-opératoire. Alors, quelques généralités pour vous mettre dans le bain en matière de valvulopathie. L'Algérie, je parle spécialement de l'Algérie, on était un pays endémique de RA, de rhumatisme articulaire aigu, depuis les années 70. Et je pense qu'il y avait l'Algérie avait fait un programme national de lutte contre le RA qui a donné ses fruits. Mais quand même, les années 80-90, on a eu beaucoup de malades, beaucoup d'enfants à l'époque, et adultes jeunes, qui avaient des pathologies cardiaques à cause de ce RA. Vous savez très bien que le RA, on dit, il lèche les articulations et il mord le cœur. Et souvent, c'était des jeunes qu'on avait opérés dans les années 90 jusqu'à 2000. Donc, le risque opératoire, maintenant, si on passe deuxième pathologie qui est importante, c'est le RAO. C'est le rétrécissement aortique, qu'il soit modéré ou serré. On va le voir les critères de gravité. L'évolution des valvulopathies, elle change. Une valvulopathie peut être longtemps asymptomatique, comme le RAO. Il peut rester pratiquement pendant une dizaine d'années asymptomatique sans aucun signe, mais l'apparition des signes cliniques à type, on va le voir après, à type de dyspnée, d'angor, de syncope, est un facteur péjoratif de mortalité péropératoire et d'espérance de vie. L'insuffisance aortique restera très longtemps asymptomatique, elle peut tenir jusqu'à 20 ans, 25 ans, jusqu'à la décompensation complète. Et vous savez très bien que toutes les valvulopathies ont évolué. Parmi les signes de décompensation, c'est la perte du rythme sinusal. Donc, il y a une décompensation en ACFA. À chaque fois que vous voyez un malade en ACFA, vous dites que pratiquement, il a une valvulopathie qui a été évoluée. Donc, un peu de prévalence, donc sur une série de 2003, donc sur 3500 patients, vous voyez l'ordre de grandeur. Donc, le rétrécissement aortique domine largement les autres valvulopathies, à savoir l'insuffisance aortique, le rétrécissement mitral, l'insuffisance mitrale et la polyvalvulopathie. Donc, on voit que le RAO dépasse largement. C'est une série pratiquement européenne, mais si on introduit une série algérienne, on va trouver que chez nous en Algérie, chez l'adulte jeune, hommes et surtout les femmes, le RAO et le RM, pratiquement, ils sont au même titre, surtout à l'âge à partir de 35 ans jusqu'à 45 ans. Donc, ce qu'on disait, le RAA, il donne beaucoup plus de rétrécissement que d'IM, il touche beaucoup plus la valve mitrale que la valve aortique. Ça, c'est les données de cardiologie qu'on a toujours appris. Donc, si on revient en Algérie, vous trouvez beaucoup de femmes porteurs de rétinomitral mitral opéré ou non opéré que le RAO. Le RAO, il fait partie chez nous en Algérie, c'est beaucoup plus des sujets âgés, ce qu'on appelle les RAO dégénératifs à partir d'un certain âge, 65 ans jusqu'à 85 ans, et qui rejoint la pathologie européenne.
Alors, pour la prise en charge anesthésique, donc connaître, ce que j'ai dit tout à l'heure, connaître la physiopathologie de chaque valvulopathie, savoir parler cardiologique, avoir des compétences échographiques, hein, échographiques que ce soit dans la manipulation de l'échographie, parce que nous, anesthésiateurs, on ne demande pas de faire le diagnostic d'une valvulopathie, il fait ressort du cardiologue, mais nous, c'est surtout reconnaître les signes de gravité, que ce soit par manipulation ou bien la lecture d'échographie, très important. Il faut savoir lire le compte rendu d'une échocardio. Bien sûr qu'il va nous faciliter le travail d'anesthésiste, et quand même, ça devient gratifiant, c'est-à-dire l'animateur peut avoir une discussion multidisciplinaire avec le cardiologue, et avec les chirurgiens, avec les endoscopistes, et ça fait une discussion multidisciplinaire, et chacun apporte ces éléments de la meilleure prise en charge de ces patients-là, et ça fait un métier gratifiant quand même. Ce que j'ai dit toujours, pour l'animateur, il ne faut pas nier avis cardio, avis, non. Dans la lettre que vous envoyez au cardiologue, voilà, j'ai le patient plein, AG2, porteur d'une cardiopathie à type 2, je vous demande d'évaluer sa cardiopathie dans un éventuelle chirurgie mineure, intermédiaire ou majeure. Et ça nécessite une discussion quand même par direct avec le cardiologue et avec les chirurgiens. Et on commence la première pathologie que je vais développer maintenant, c'est le rétrécissement aortique. Donc là, c'est une image pratiquement de la valve aortique. Donc souvent, vous trouvez le terme cusp, ça c'est une cusp. Hein? Et c'est pour ça qu'on l'appelle la valve aortique. Elle est très cuspide, donc c'est comme la valve tricuspide. Elle a trois queues. Voilà, donc je vous montre. Et ça, c'est une valve aortique fermée. Les valves sont fermées, ça fait pendant la diastole. Et ça, c'est les queues qui sont ouvertes pendant la systole. Et les calcifications, on va les voir, il y a une belle image que je vais vous montrer tout à l'heure, elle se trouve soit au niveau des commissures, soit au niveau parafluide. Donc, normalement, la valve aortique, elle a une surface de 3-4 cm. L'espérance de vie chez quelqu'un qui a un RAO, pour les hommes, quand on découvre, elle est de 5 ans, chez la femme, un peu plus. Et j'ai dit tout à l'heure que pratiquement le RAO dégénératif, à partir de 65 ans, pratiquement 9% de la population mondiale a déjà un développement, une calcification au niveau des valves aortiques. Et retenez que quand on a un RAC, c'est quelque chose qu'il faut toujours rechercher, 50% des patients sont des vrais coronariens. Retenez bien, ça un élément important de ce message de secours. Quand vous avez un RAO d'évoluer, toujours demander, faire un ECG, peut-être une épreuve d'effort qui est en général contre-indiquée en cas de RAO, mais quand même on demande à explorer les coronaires par d'autres moyens. Et l'association en RAO, elle est de 50%. Il faut toujours rechercher des carotides aussi associées, des calcifications au niveau des carotides. S'il y a calcification au niveau des cuves aortiques, rechercher des calcifications au niveau coronaire et au niveau des carotides. Donc, les étiologies, j'ai dit que c'était dégénératif, il peut être congénital. Il y a ce qu'on appelle les RAO sous-valvulaires. Donc, c'est des membranes sous-valvulaires qui gênent l'éjection, qui sont très simples en matière d'intervention chirurgicale. Et le RAO et grossesse, quand même, il n'est pas assez fréquent, c'est 0,5 à 3% des valvulopathies pendant la grossesse. Et la mortalité, quand même, elle reste importante. Donc, les facteurs associés, vous avez l'âge, le tabac, tout ça, ça fait partie des risques cardiovasculaires. Alors, retenez des éléments importants. Donc, le RAO peut rester pendant très longtemps asymptomatique. Si le RAO s'associe avec
il peut s'associer avec un angor, avec une syncope ou bien une dyspnée. L'espérance de vie, c'est-à-dire le patient est asymptomatique. Si vous avez un patient qui fait un angor, l'espérance de vie, elle est de 3 à 5 ans. S'il fait un syncope, l'espérance de vie, elle est moins de 3 ans. Si ce même patient développe une dyspnée, l'espérance de vie, elle est pratiquement moins de 2 ans. C'est important. Donc, l'RAO symptomatique, s'il se manifeste par ces 3 éléments, donc le risque de mortalité, d'espérance de vie diminue, d'où l'intérêt de ces patients-là de l'orienter vers le cardiologue pour une éventuelle acte chirurgical. Donc, on va voir qu'il est à opérer quand la surface aortique est inférieure à 1,5. On aura des détails après. Les règles pour la prise en charge, c'est prévenir l'hypotension, hypovolémie, remplissage. Je vous le détaille tout à l'heure. C'est une image que je vous ai ramenée. Ça, c'est des coupes du cœur transversal. Et là, ça, c'est pour vous montrer que quand le RAO est évolué, ce qu'on voit ici, qui est retiré par une pince, ça, c'est la chambre de chasse. Vous voyez que le VG est devenu très petit, hein, et le symptôme hypertrophié, donc il y a une hypertrophie, retenez bien de ce terme-là, parce que ça va nous guider vers l'hémodynamie après. Donc on voit l'hypertrophie de symptômes, l'hypertrophie du VG, au dépend de la chambre de chasse. La chambre de chasse, elle est là. Donc, ce qu'on appelle une hypertrophie concentrique du VG. L'hypertrophie ne se fait pas à l'extérieur, mais elle se fait au dépend de la chambre de chasse. C'est-à-dire, le volume d'éjection, qui est normalement de 60 à 120, il va être de 45 millilitres. C'est-à-dire, l'hypertrophie, elle est faite au dépend de la chambre de chasse. Bien sûr, pourquoi? Parce qu'il y a une résistance à l'écoulement. Donc, il y a ce qu'on appelle le cœur devient musclé, mais au dépend de la chambre de chasse. C'est très important de connaître ça. Voilà une autre figure. Donc, ce que vous voyez ici, c'est en diastole, en systole, et la dilatation, voilà, elle se fait au dépend de la chambre de chasse. Vous voyez ici que l'hypertrophie, elle est importante et elle peut être mesurée sur le plan physique. Alors, on commence. Donc, c'est un patient il nous a été adressé pour chirurgie. Donc, on va faire l'examen pré-incisique chez ce patient. Donc, en général, les symptômes, donc j'ai dit l'angor, le syncope, la dyspnée, comme j'ai dit tout à l'heure. Évaluer la tolérance à l'effort. Donc, en général, c'est des patients qui ne peuvent pas faire le MET, il est très diminué. Donc, il faut évaluer le MET, c'est comme le coronarien. Donc, si le MET est inférieur à 4, il faut l'envoyer à faire une exploration cardiovasculaire approfondie. Et surtout, c'est l'échographie qui va nous donner le risque péjoratif pour ces patients-là. Alors, donc à la consultation, on peut découvrir un souffle. Et le cardiologue, comme j'ai dit tout à l'heure, va vérifier les facteurs de risque de ce patient. Donc, ça, c'est l'examen clinique, le foyer aortique, j'en passe. Alors, sur une série de Klein, donc ça, c'est pour la détection, c'est-à-dire quand on demande à faire l'échographie de base sur tous les patients, combien on va découvrir d'un patient portant une valvulopathie. Donc, sur 2500 malades, hein, donc, on voyait en consultation, parce qu'on a découvert un souffle, retenez bien, ça c'est important, parce qu'on a tendance à ausculter, donc on demande un souffle. Donc, sur 2500 malades, à l'échographie, ils ont découvert 27 RAC, 1%. Ils ont découvert un seul IAO, 0,1%. Donc, 4 ils ont eu la prothèse, donc c'est évident. Et 20 patients, c'est 0,8%, ils ont trouvé insuffisance mitrale. Et 1% avait une absence de valvulopathie, donc le souffle était d'autre origine. C'est-à-dire, le message de cette plaque,
c'est que tout souffle, ça ne nécessiterait pas d'envoyer le patient en cardiologue pour faire une échographie à la recherche d'une valvulopathie. Par contre, les éléments péjoratifs, c'est surtout la dyspnée, le syncope, le, le mètre qui diminuait, tout ça, c'est des éléments qu'on peut envoyer au cardiologue. Alors, le deuxième élément, c'est la réduction d'activité. Le patient, il dit que je suis fatigué, je fais le même effort que je fais depuis très longtemps, je n'arrive pas à le faire. Et dans ce cas, il y a certains, ils avaient proposé de faire l'échographie d'effort. C'est l'équivalent de l'écho d'obus, on va le détailler après. Le compte rendu d'échographie, maintenant on rentre dans le but du sujet. Donc on a examiné, on a découvert une valvulopathie, donc pas de stigmate, que ce soit clinique et tolérance à l'effort diminuée. Donc on a fait une lettre au cardiologue lui demandant de faire l'état des lieux par une échographie. C'est ça, le RAO est exploré par une échographie. Donc nous, on doit savoir lire l'échographie transthoracique. Donc, il va nous donner qui nous intéresse, les éléments qui nous intéressent. Il va estimer le diamètre du VG, diamètre diastolique et systolique. Il va nous donner le pourcentage de raccourcissement. Et c'est surtout la surface de la valve aortique. La surface de la valve aortique, on l'a vu tout à l'heure, la surface normale, elle est de 3 à 4 cm. Et le RAO, il peut trouver que RAO serré, c'est inférieur à 0,5 cm. Et retenez bien, dans le RAO, souvent, dans la pratique, vous trouverez une fraction d'éjection à 60%, 75%, même des fois, ils équipent jusqu'à 87%, comme je vois ici. Ça n'a aucun sens d'avoir une fraction d'éjection correcte chez un RAO. La fraction d'éjection correcte n'élimine pas un risque opératoire. En matière de valvulopathie, surtout dans RAO, au contraire, vous avez le muscle cardiaque qui est hypertrophié, qui est gêné à l'éjection. Dans un premier temps, pendant des années, vous avez une fraction d'éjection qui est haute. La fraction d'éjection basse chez un RAO est un signe péjoratif de gravité. Pourquoi? Parce qu'il a lutté pendant des années, il a lutté. Donc, la fraction d'éjection basse chez un RAC est un signe de gravité. C'est-à-dire, on envoie chez le cardiologue, il nous dit, voilà, c'est un RAC serré, à fraction d'éjection basse. Ça, le risque opératoire, il est majeur. Probablement, ce patient, c'est une contre-indication relative ou absolue à l'acte chirurgical, que ce soit mineur, intermédiaire ou majeur, sauf urgence. Parce que le risque opératoire, le risque opératoire en général, anesthésique et chirurgical, peut atteindre jusqu'à 30%. Un peu de Doppler, donc, qui est important chez le cardiologue, il va voir ce qu'on appelle la vitesse max mesurée au niveau de l'orifice aortique. Et souvent, elle dépasse la vitesse, elle dépasse les 4000 mètres par seconde. C'est un signe que votre orifice, c'est un gicleur, pratiquement, ce qu'on appelle un gicleur, et ça, dans le Doppler, ça va nous donner une image pathognomonique d'un rétrécissement aortique serré. Une image de calcification, voilà, ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez des calcifications qui sont déposées, au niveau des cubes aortiques. Une petite minute, je vais régler un petit problème. Donc, voilà les classifications que vous voyez ici, on les voit. Voilà, ça c'est une classification des cubes. Et ce que vous voyez ici, en B, c'est des classifications d'écomulsion. Ça, c'est l'apanage de RA. Donc, il y a une fermeture des orifices des cubes et
Ah ben, il y a toujours, hein, retenez bien quand il y a le RAO, ce n'est jamais fermé totalement, il y a toujours une IA, insuffisance aortique contingente. Voilà, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure pour l'hypertrophie concentrique du VG. Quelques signes de. Voilà, c'est surtout pour que vous vous imprégniez bien. Ça, vous avez l'ouverture normale de l'aorte. Ça, c'est une athérosclérose de l'aorte, avec des pots de calcification minimes, des pots de calcification quand même qui dépassent les 50%. Et quand elle est sévère, pratiquement, tout est fermé. Et les spécialistes parlent de gicleur, pratiquement. C'est un gicleur. Ça, c'est l'équivalent de pratiquement 0,5-0,4 mm d'ouverture. Hein. Pratiquement, c'est un souffle qui se fait au niveau de l'aorte ascendante. Et vous voyez en bas le Doppler. Hein. Comment on voit le Doppler en fonction de degré de sténose. Quelques éléments sur le gradient. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Donc, on avait vu à l'échographie la surface aortique qui peut être inférieure à 1 cm, très serrée, donc serrée inférieure à 1 cm, très serrée qui peut atteindre 0,6 à 0,5 cm. Et ça, c'est la surface aortique. Le deuxième élément à regarder, qui est un signe péjoratif, c'est le gradient transvalvulaire. Le gradient. Donc, en surface, gradient transvalvulaire. Le gradient, c'est le gradient entre le VG et l'aorte. Donc, on mesure les pressions intra-VG et on mesure les pressions. Donc, vous avez ça, c'est la valve aortique. La pression au niveau de VG et la pression après. Donc, et on mesure le gradient entre le VG et l'aorte. Et en fonction de la surface, donc là, c'est une valve aortique normale, le gradient, il est le gradient moyen, parce qu'il y a le gradient max, le gradient moyen, qui est ce qu'on recherche sur l'échographie. On peut rechercher le gradient max, mais ce qui est un facteur de mesure, c'est le gradient moyen. Donc, vous voyez que le gradient moyen, quand la surface est normale, il est de 1,7. Quand la surface aortique elle est de 1 cm, le gradient peut être à 26. Quand la surface est 0,7, le gradient est de 53. Quand elle est de 0,5, le gradient est de 105. À partir de 40-50, c'est une indication opératoire. Le gradient moyen, surface aortique 0,7, gradient 45-50, c'est un malade qui est envoyé au chirurgien pour remplacement valvulaire. Et on peut avoir, regardez bien, à 5, on a eu des femmes enceintes, nous, à 0,4, le gradient peut dépasser les 120. C'est-à-dire, il y a un gradient énorme entre le VG et l'aorte. Ça, c'est des facteurs de gravité, ça, c'est le moyen. Donc, si c'est ça le moyen, donc la systolique, le gradient systolique, il peut atteindre jusqu'à 150 en intra-VG. Donc, les données, donc on a vu la surface, le gradient. Donc, là, ça, c'est la notion de définition. Il est peu serré, donc la classification peu serré, modéré et serré. Et serré, peu serré, il y a très serré. Donc, le modéré, la surface, elle est de 1 à 1,5. Le gradient moyen, il est entre 25 et 40, avec la vitesse du Doppler au niveau de l'orifice 3 à 4. Serré, c'est inférieur à 1 cm, le gradient supérieur à 40 et la vitesse supérieure à 4. Ça, c'est des éléments très simples à voir, hein, très simples. Donc, ce n'est pas la peine que vous n'avez compte. Surface, le gradient et la vitesse. Il n'y a aucun moment qu'on a parlé de fraction d'éjection. Alors, tous les réanimateurs, voilà, fraction d'éjection du patient, ils sont rassurés. Voilà, il a une fraction d'éjection 70, c'est bon. Non. Il faut regarder ces éléments-là. La surface, le gradient moyen et la vitesse au Doppler. Donc, appréciation, la fonction VG, comme j'ai dit tout à l'heure, quand la fraction d'éjection est basse, c'est un signe péjoratif. Donc, attention, une fonction VG effondrée fait diminuer le gradient de la vie. Bien sûr, quand la fraction d'éjection est basse,
le gradient devient bas. Donc, un gradient bas avec une fraction d'éjection basse, c'est un signe de haute gravité. Bien sûr, pourquoi? Parce que le VG n'arrive pas à augmenter la pression, donc le gradient est bas, et la FE, à cause de la FE qui est basse. C'est bien, je pense que vous avez retenu bien. Si vous avez compris jusqu'à maintenant, très important, après, vous comprenez pourquoi le RAO évolué est une contre-indication absolue en anesthésie générale, sauf urgence. Alors, autre critère de gravité, c'est la présence d'HTAP. Ça, c'est pour les patients qui sont évolués. Donc, on peut avoir tellement il y a une surcharge volumétrique au niveau du VG, qui est un petit VG. Donc, un petit remplissage, hein, une petite hypervolémie, se répercute sur l'OG et sur les poumons. Et on peut avoir, bien sûr, une ACFA, on peut avoir une HTAP, on peut avoir une défaillance droite, c'est l'autre côté qui est de l'obstacle qui est atteint. Donc, l'évaluation du risque, évaluer le degré de rétrécissement et son retentissement, la présence des signes fonctionnels, comme je dis tout à l'heure, donc c'est 17% de complications et 13% de mortalité. Quand il y a absence de signes fonctionnels, la chirurgie non cardiaque est envisageable avec monitorage, bien sûr, adapté. Donc, il faut prendre en compte les comorbidités et prendre en compte également l'espérance de vie et l'activité physique du patient. Ce que très important. Donc, c'est le troisième message, c'est le MET. Toujours, il faut évaluer le MET de votre patient. C'est l'équivalent métabolique et surtout à demander le patient. Très simple, par des questions très simples. Est-ce qu'il peut monter deux étages, deux paliers d'escalier sans s'arrêter? C'est déjà 4 mètres. Donc, pour les recommandations internationales, 4 mètres, c'est un patient qui peut subir une chirurgie intermédiaire et majeure sans demander d'autres examens complémentaires. Ça, c'est des recommandations globales. Donc, le mètre, retenez-le, très important. Très important. Alors, le risque en fonction de la chirurgie, ça, c'est les recommandations n'ont pas changé depuis 2002 entre les types d'interventions. C'est toujours, il faut introduire. Vous avez le patient qui présente une valvulopathie, dans ce cas, on est dans le RAO. Risque élevé, quels sont les types de chirurgie élevés? Donc, vous avez l'intervention en urgence, l'aorte abdominale, la chirurgie vasculaire périphérique, la chirurgie de longue durée. On peut rajouter, ça a été rajouté en 2013, la chirurgie de la hanche, hein, chez les sujets âgés. Donc, elle fait partie du risque élevé. Et le risque intermédiaire, vous avez toutes les autres, carotide, intra-abdominale, thoracique, orthopédie. Et risque faible, c'est toutes les interventions endoscopiques de surface, cataracte, sein et gynécologiques, comme curetage et les myomes. Alors, quand est-ce qu'on va traiter le RA avant la chirurgie? Donc, s'il n'y a pas d'indication spécifique liée à la chirurgie non cardiaque, pas de contre-indication liée à l'âge, la difficulté du rythme aortique serré asymptomatique et surtout les urgences chirurgicales. Donc, on n'a pas le temps pour préparer le patient. Donc, quelle thérapeutique? Le patient, donc le traitement médical, donc il faut contrôler l'HTA, éviter l'hypotension. Donc, dans le RAC, bien sûr, il ne faut pas essayer de faire baisser la tension artérielle d'une façon drastique, hein, parce que vous savez très bien que le cœur doit éjecter avec un gicleur. Donc, il faut une forte pression en amont pour au moins perfuser, hein, retenez bien, pour perfuser les coagulants. Je vais vous expliquer après pourquoi. Les médicaments qui sont utilisés, donc on a les EEC, on a le Risordan, les digitaliques, des décompensations œdémateuses et des diurétiques. Il faut éviter bêta-bloquants. Pourquoi? Parce que dans le RAO, il faut éviter la bradycardie.
parce que le volume, le débit cardiaque, c'est la fréquence cardiaque multipliée par le volume d'éjection. Le volume d'éjection est bas. Là, on rajoute un bêta-bloquant. Donc, le débit cardiaque va dépendre de la fréquence cardiaque. Si vous rajoutez un bêta-bloquant, donc VMS bas, fréquence cardiaque bas, égale bas débit. Donc, il faut éviter, au contraire, le RAO nécessiterait quand même une fréquence optimum qui dépasse, qui ne doit pas être inférieure à 70. Et quand même aussi, la tachycardie est un facteur péjoratif que de baisse de débit cardiaque. Donc là, on est en train de préparer le patient. Faut-il l'opérer en urgence? Donc, si c'est de RAO serré, donc il y en a d'autres que je vais vous montrer. RAO serré, contre-indication relative d'intervention chirurgicale, que faut-il faire? Là, il y a une technique, probablement ce qu'on appelle donc la dilatation percutanée. Il y a un risque majeur. Hein, des gens vont proposer, vont dire voilà, on va faire une dilatation percutanée. Comme ça se fait pour le RM, et bien dans le RAO, ça on ne peut pas faire parce qu'on peut créer une IAO aiguë et avec une mortalité très élevée. Pour les sujets âgés, ça a été développé depuis 2005-2007, ce qu'on appelle l'implantation percutanée de la valve aortique sur des sujets inopérables, inopérables sur le plan cardiovasculaire. Et ça peut régler un problème valvulaire pratiquement à long terme. Et là, si vous voulez, je vais vous montrer quelques. Donc, c'était à la mode, mais on peut le faire. Je vous dis, 2005, c'était pour réserver pour les sujets âgés inopérables. Et depuis, les Allemands ont fait sur une étude sur 1000 malades. Ils ont baissé les indications. Donc, c'était 85 ans. Maintenant, depuis quelques années, ils sont arrivés jusqu'à 70 ans, 68 ans. Parce que l'avantage clinique, l'avantage de morbidité et mortalité post-opératoire était très basse. Donc, ça se développe. Et là, je voulais vous montrer. Donc, je faisais partie d'une équipe quand même qui a développé ça, une première dans notre pays. Donc, je vais vous montrer. Une petite minute. Donc, c'est quelque chose qu'on avait fait en 2015. C'est le service de cardiologie interventionnelle de l'équipe de Blida qui nous a demandé de les assister sur le plan anesthésie réanimation pour la mise en place de ce qu'on appelle la valve percutanée. Je prends celle-là. Plusieurs, on va montrer plusieurs. Surtout, là, on va vous montrer, je suis en train de voir. Il faut prendre d'autres. Hein. Parce qu'il y a une que j'avais fait. Donc, ça, c'est une dame de 87 ans. Là, ce que vous voyez, donc, elle est sédatée. Je vais vous montrer après la sédation sous iVoc. Et ça, c'est un masque laryngé qui est branché au respirateur. Et là, vous voyez la patiente, là, elle est endormie. De l'autre côté, les chirurgiens sont en train de préparer la fémorale pour larguer ce qu'on appelle larguer la valve. Et je voulais vous montrer quelque chose que. Là, pratiquement, je vous dis, c'est une technique qu'on a développée, iVoc sédation pour TAVI. À l'époque, ça n'a pas été développé en Europe, c'est surtout avant, ça des chirurgiens qui sont venus, les cardiologues qui sont venus, qui sont venus aider nos cardiologues algériens, entre autres le professeur Staibi, qui a chapeauté toute l'équipe. Et ce qu'ils nous ont dit, que chez eux, c'était intubation de principe, et parce qu'il ne faut pas qu'ils bougent.
Là, pour cette patiente, donc on avait discuté, donc j'avais choisi de faire, de faire une, pratiquement, de faire une sédation, pratiquement de faire une sédation. Voilà, et vous attendez tout ça, je vais vous montrer comment ils font, comment ils vont faire. Ah, voilà. Là, je vais vous montrer quand même quelque chose qui nous intéresse beaucoup, nous, en réanimateurs. Donc, on avait étudié, c'était une première dans notre pays, donc on n'avait pas bénéficié de formation ailleurs. Donc, là, ce que vous voyez là, c'est la malade, elle est scopée. Et à un moment, voilà, vous le voyez, c'est une TV. Ils ont créé, vous voyez, de l'arrêt circulatoire. On peut la répéter. Donc, il provoque une fibrillation ventriculaire par hyperstimulation à 200 rythmes par minute. Et vous voyez en bas l'arrêt circulatoire. Hein, voilà. Et pratiquement, la patiente était sédatée. Sédatée, c'est-à-dire ça évoque. Masque laryngé, monitorage de la capno. Et là, vous voyez que le cardiologue m'a dit, voilà, à ce moment-là, on va provoquer une fibrillation ventriculaire pour ce qu'on appelle pour larguer la valve. Il faut la larguer, il faut que le malade ne bouge pas. Il faut aussi qu'il soit en arrêt circulatoire. Et vous voyez là, c'est une image, bien sûr, on a pris en vidéo, la même, c'est notre patiente. Et voilà, ça a pris quand même, je pense, 10 secondes d'arrêt circulatoire. Et maintenant, elle a repris, donc la valve a été larguée. Et c'est une très bonne, c'est un succès, ce qu'on appelle succès de ce largage. Et tout ça, ça a été fait par nous, réanimateurs, quand on les a assistés pour cette première en Algérie. Donc, le message aux jeunes vous demande probablement d'intégrer ces équipes très performantes. Hein, ça, c'est vraiment la haute technologie en matière de cardiologie interventionnelle. Et bien sûr, nous, on s'est mis dans le bain avec nos amis cardiologues pour les assister. On s'est adapté à cette cardiopathie évoluée, ce RAC serré calcifié. Et voilà, je pense qu'on avait fait une dizaine de malades. Succès total. Donc, on passe, voilà, ça c'est les images de la valve. Je vérifie le son. OK, c'est bon. Alors, on avance. Ça, c'est l'algorithme. Alors, faut-il refuser la prise en charge anesthésique? Sinon, quel type d'anesthésie? Voilà. Bien sûr, technique anesthésique chez patient porteur d'un RAC évolué. Si on peut faire la loco-régionale, c'est parfait. Si c'est par exemple une chirurgie des extrémités, les blocs périphériques, blocs profonds avec échographie, mais il faut voir que souvent c'est des malades qui sont sous anticoagulants, donc prudence. Mais si on peut faire la loco-régionale en évitant les contre-indications du malade qui sont anticoagulés, c'est bon. Sinon, ce qu'on appelle, on va manager notre patient et manager, c'est-à-dire le monitorer. Je rajoute un petit point. Retenez bien, quand vous avez un malade qui présente un RAC serré, il y a toujours le facteur de Willebrand qui est consommé. Hein, et c'est un risque hémorragique très important, surtout pour les chirurgies hémorragiques, la prostate, le poumon. Il faut faire rentrer ça dans votre algorithme. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment développé, mais les gens qui travaillent en cardiovasculaire, chirurgie cardiovasculaire, connaissent bien le problème. C'est ce qu'on appelle, quand il y a le gicleur, il y a une consommation excessive de facteurs de Willebrand. Le facteur de Willebrand est un facteur pro-thrombogène. Le déficit du facteur de Willebrand est un facteur hémorragique pour les patients. Donc, probablement, il faut mettre ça dans votre décision de prise en charge des patients. Voilà, j'en passe. Donc, j'en ai parlé de rachis péri sous des patients qui étaient déconseillés.
Donc, c'est vrai, pendant très longtemps, que si vous voulez les anciennes documentations, donc on parle, donc, quand il s'agit d'un rétrécissement aortique, donc on disait c'est une contre-indication absolue à la péridurale ou la rachidangésie. Maintenant, ça s'est amélioré, donc même dans notre pratique, ça fait 5-6 ans, peut-être plus, on avait eu quelques expériences, quelques malades, 4 ou 5 malades qu'on avait fait, qui avaient des rats qui étaient modérés, mais on a fait des péridurales, on a fait des rachianesthésies, mais c'est pas dire on a fait, mais surtout, le monitorage ces patients. Ces patients étaient programmés, avaient une chirurgie intermédiaire, mais étaient monitorés, monitorage invasif et traiter toute hypotension qui s'installe. On va le voir quand on commence à faire l'anesthésie générale. Alors, en anesthésie générale, quel médicament choisir? Donc, les impératifs d'anesthésie, c'est de maintenir une volumie adéquate, maintenir le rythme sinusal, très important. Pourquoi? Parce que la perte du rythme sinusal va diminuer la débit cardiaque de 40%. Quand vous avez l'oreillette qui fait son éjection, donc elle augmente le débit cardiaque de 40%. Si vous avez l'oreillette qui est en ACFA, donc vous avez une perte du débit cardiaque de 40%. Donc il faut toujours maintenir ou réduire une ACFA qui s'installe, qui permet d'augmenter le débit cardiaque. Technique anesthésique, donc c'est une anesthésie balancée. Le chef de file, l'étomidate, oui, très, très bon médicament pour stabilité hémodynamique. Mais on peut, si on a on peut faire l'Ivox, ce serait mieux aussi. On peut utiliser les halogénés, les morphiniques, les curares. Donc, il faut faire une technique anesthésique chez le RAO, il faut faire une forte analgésie avec peu de narcose. Parce que des narcotiques, quel que soit leur type, sauf l'étomidate, il y a une baisse du débit cardiaque, donc il faut gérer rapidement. Le monitorage, donc bien sûr, le CG avec analyse de segment ST. J'ai dit tout à l'heure que souvent 40% des patients s'accompagnent d'une souffrance myocardique, à coronaire quand même malade, éventuellement avoir un bis. Impérativement, à mon avis, quelqu'un qui présente un RAO modéré à sévère, associer une pression invasive et éventuellement le débit cardiaque en continu. Oui, on peut placer un cathéter PVC pour avoir la volémie, estimation de la volémie, au moins avoir la PVC, tout en sachant que la PVC est un mauvais indice de remplissage, surtout la delta PP qu'on va lire dans la pression invasive, qui est beaucoup plus important, c'est un indice ROC qui atteint les 95% par rapport à la PVC qui est à 50%. La swingance, elle est abandonnée, donc on ne place plus de swingance pour le RAO parce que déjà, c'est une technique très invasive, pourvoyeuse de troubles du rythme, et elle reste peut-être très indiquée en chirurgie cardiovasculaire, mais peu de services cardiovasculaires à la place actuellement. Il y a d'autres monitorages qui l'ont dépassé, mais elle reste toujours la base de monitorage hémodynamique. Le TO péropératoire, oui, elle permet d'évaluer l'après-charge, la post-charge, bien sûr, au bloc opératoire, un défibrillateur toujours à portée de main. La conduite d'anesthésie, donc il faut maintenir la pression artérielle. Donc les impératifs, c'est que induction douce avec stabilité hémodynamique. Si une hypotension s'installe, il faut la traiter rapidement par des vasoconstricteurs. L'éphédrine, c'est une prodrogue, donc elle nécessite une deuxième transformation pour qu'elle agisse, mais surtout c'est la néosénéphrine qui permet d'augmenter rapidement la débit cardiaque, c'est un vasoconstricteur alpha pur, et sans augmenter la fréquence cardiaque. Donc, il faut maintenir. Alors, retenez dans le RAO, c'est la technique anesthésique. Quand j'ai dit tout à l'heure, je reviens maintenant en physiopathe, j'ai dit qu'il y a un petit VG. Je fais une induction. Donc, il y a une vasoplégie qui s'installe, vasoplégie artérielle périphérique. Donc, une hypotension s'installe rapidement. Je commence à remplir, souvent, on commence à remplir avec
les macromolécules ou bien le sérum salé, je remplis. Mais le remplissage, il peut dépasser son cap. Je remplis. Si j'avais un VG qui est normal, donc il va amortir le remplissage que je donnais. Et comme c'est un VG de petit volume, le surplus que je vais donner, il va retourner au niveau des poumons. Et vous avez l'OAP tout de suite. Donc, l'idéal, l'induction chez le RAO, c'est surtout l'hypotension, elle est gérée par les vasoconstricteurs beaucoup plus que le remplissage. Le remplissage doit être optimum. Il ne faut pas dépasser le cap parce que tout de suite, vous avez dépassé le cap de remplissage pour la simple raison parce que le volume d'éjection au niveau du VG, il est très, très, très bas. Il est divisé pratiquement de moitié. Donc, vous avez bien compris qu'on fait une induction douce avec stabilité hémodynamique et traiter toute hypotension rapidement. Voilà. La surveillance post-opératoire, donc quelques données importantes. Donc, je répète, traiter toute hypotension, éliminer le surdosage des drogues anesthésiques, c'est l'intérêt de l'EBIS. Donc, l'EBIS, il faut toujours rester entre 40 et 60. Si vous avez un excès de narcotiques, que ce soit en sévoflurane, surtout si le sévoflurane qui est pratiquement imprévisible en matière de maintien de hémodynamique par rapport au propofol, ils sont tous stabilisateurs hémodynamiques, mais l'excès, si vous avez un sujet âgé, si vous avez un sujet cachectique, on n'a pas une idée sur le retentissement d'anesthésie sur cette personne précise et il vaut mieux utiliser parmi les halogénés, vous avez le chef de file de sévoflurane, oui, avec un exode de gaz, surtout chez ce patient-là. Propofol associé au bis. Très bien. Donc, c'est comme ça qu'on peut prendre des patients avec un RAC serré, avec un monitorage adapté et vraiment adapter notre technique anesthésique en fonction de ce monitorage. On passe maintenant à la CSPI. Donc, la surveillance, elle est pratiquement optimisée. Présence médicale continue, bien sûr. Donc, ce qu'on faisait dans notre service, quand on a un malade de RAC opéré, donc c'est un malade qui va rester le plus longtemps en salle de réveil. Il n'est pas donc d'hospitalisation d'office dans le service d'hospitalisation, même si c'est une intervention mineure ou intermédiaire. Le malade, on le gardera à l'œil pendant très longtemps. Hein. Au lieu de le garder 1 heure, 2 heures en post-opératoire, on préfère le garder 3, 4 heures, même donner des consignes aux gens qui sont de garde pour le voir, le revoir, parce que le risque post-opératoire, quand même, il est majoré. Donc, les complications post-opératoires, on peut avoir l'infarctus du myocarde. J'ai dit tout à l'heure, le RAO s'associe toujours avec une coronaropathie méconnue, donc le risque de développer un infarctus du myocarde. Il peut faire un OAP. L'OAP, pourquoi? Parce qu'il y a 2 surcharges qui n'est pas optimisé. Hein. Le malade fait une oligoanurie. On a fait un sérum salé, un deuxième, un troisième. On a rajouté un plasma gel parce que le malade a fait une hypotension. On n'a pas estimé la volémie. Donc, il faut estimer la volémie. Delta PP, Doppler œsophagien, lever de jambe. Tout ça, c'est des éléments d'estimation précise de la volémie. Donc, je dois devoir dire exactement, c'est le type de malade, vraiment, c'est le type de malade que je dois faire attention au remplissage. Il ne faut pas qu'il fasse ça. Le RAO, retenez bien. S'il faut une hypovolémie, il fait une hypotension. S'il fait une hypervolémie relative, il fait un OAP. Donc, vous oscillez entre deux équilibres précaires. Donc, le médecin réanimateur doit savoir manager un patient porteur de RAO. Ça, c'est vraiment, je voulais commencer par l'RAO parce que c'est lui qui pose problème. De toute façon, dans les contre-indications d'anesthésie générale, le chef de file, c'est le RAO serré. Contre-indication absolue en anesthésie générale, chirurgie majeure, c'est le RAC. Si le RAC est serré, c'est un malade qui il est envoyé en cardiovasculaire pour gérer sa cardiopathie en matière de remplacement valvulaire ou TAVI. Ensuite, il reviendra pour la chirurgie élective. Le décès, il peut avoir un décès, et vous savez très bien, maintenant, c'est l'élément important, c'est que si le malade fait un bas débit avec bradycardie et arrêt circulatoire, c'est que le massage cardiaque
le massage cardiaque il risque d'être inefficace parce que vous allez faire un massage cardiaque chez des valves qui sont rétrécies. Donc, il faut vaincre vraiment l'orifice pour que vous allez perfuser le cerveau et les coronaires pour que le patient reprise. Un arrêt circulatoire, c'est un RAC serré, les chances de succès sont très minimes. On arrive au résumé, donc je résume ce que je dis pour le RAC. Donc, si on découvre un souffle, donc c'est un RAO, on voit, c'est le RAP. Y a-t-il un risque opératoire? On pose la question, y a-t-il un risque opératoire? On va demander l'écho chez le cardiologue. Le cardiologue va nous répondre, donc c'est de la surface aortique inférieure à 0,6 cm avec un gradient supérieur à 50, mortalité élevée. Donc, c'est une contre-indication. Et si c'est une chirurgie majeure, donc c'est un malade qui va bénéficier d'un remplacement valvulaire préopératoire, surtout si la longueur, syncope, dyspnée, surtout la dyspnée. Si c'est une chirurgie urgente, très difficile, la dilatation percutanée très risquée, j'ai dit tout à l'heure, donc il y a un risque d'IAO aigu et mortalité per procédure. Probablement, on peut demander un TAVI, si c'est vraiment, on peut l'avoir, si les chances se développeront à tous les niveaux, donc on peut proposer un TAVI préopératoire. Et si la chirurgie est mineure ou intermédiaire, opérer les patients avec monitorage. Je reviens si c'est un RAC serré, la question que vous avez posée à la fin, RAC serré et urgence, que faut-il faire? Je reviens au monitorage qui va me guider mon anesthésie, un monitorage invasif qui va me guider toute l'anesthésie. Voilà, j'ai terminé pour le RAO. On passe au deuxième valvulopathie qui est très importante, par ordre de fréquence. Le RAO, c'est par ordre de gravité. Maintenant, on passe par ordre de fréquence, c'est le rétrécissement mitral. Donc, les caractéristiques hémodynamiques de la sténose mitrale, donc c'est un défaut de remplissage, bien sûr. L'orifice mitral, il est rétréci, il est fermé. Donc, le VG, il souffre, il ne reçoit pas de sang. Donc, le volume systolique, il est fixe et souvent, il est bas. Le remplissage diastolique du VG est ralenti, bien sûr, parce que l'orifice est bas. Et il y a une intolérance à la tachycardie et une intolérance, bien sûr, à l'hypovolémie. C'est des patients qui sont l'hypovolémie, la tachycardie, développeront un bas débit débit cardiaque qui sera abaissé et ça va se répercuter en périphérie. Alors, l'augmentation massive, donc bien sûr, quand l'orifice est rétréci, vous avez l'OG qui se dilate dans le temps. Au bout de 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans, l'orifice est fermé, donc l'OG se dilate. La dilatation de l'OG, qu'est-ce qu'elle va faire? Dans un premier temps, elle va perdre son rythme sinusal, elle devient un CFA, fibrillation auriculaire. La fibrillation auriculaire, donc, il y a une baisse d'essorage de l'oreillette gauche qui va augmenter de 30 à 40% de débit cardiaque. Donc, le débit cardiaque, le passage en rythme non sinusal, est une baisse du débit cardiaque qui va aggraver le rythmisation mitrale. Deuxième élément péjoratif de la fibrillation auriculaire, de FA, c'est le développement d'une thrombose. L'orifice fermé, l'oreillette ne peut pas éjecter, stagnation du sang, un développement de thrombus intra-OG. Ce thrombus-là va partir dans la circulation générale et provoquer ce que vous avez, les AIT et les ABC, et bien sûr des migrations de caillots en périphérie, dans les membres inférieurs, dans les membres supérieurs, au niveau de la rate, au niveau des intestins. Donc, on transformera une cardiopathie valvulaire en une autre cardiopathie emboligène à cause de ce rétrécissement mitral. Voilà l'élément péjoratif de ce RM. Voilà. La fraction systolique du VG, elle est longtemps conservée aussi dans le RM. Donc, quand vous avez le compte rendu d'échographie, ça c'est pour tous les résidents, on vient en courant, voilà, j'ai fait une échographie, la fraction d'éjection est normale. Non, en matière de, c'est comme le RAO, le RM, une bonne fraction systolique n'est pas un bon reflet d'un bon débit cardiaque. Alors, autre élément, donc on revient, donc on a vu le VG, on a vu l'oreillette, maintenant on revient. Le veine pulmonaire,
le système capillaire post-capillaire, donc il y a une hypertension post-capillaire, une hypertension précapillaire, capillaire, précapillaire. Donc quand elle est, quand l'hypertension elle est post-capillaire, donc vous voyez, c'est des patients qui viennent souvent en dyspnée avec orthopnée, dyspnée, orthopnée et OAP, bien sûr. C'est l'OAP, c'est le mode de découverte, c'est l'OAP. Et si l'obstacle n'est pas levé, on va développer ce qu'on appelle l'HTAP précapillaire, postcapillaire et précapillaire. Donc, c'est des patients à long terme développeront une HTAP fixe qui seront en dehors de toute ressource thérapeutique. Ça, c'est le cours d'HTAP, ce qu'on appelle l'HTAP chronique. Et ça va se répercuter, on descendra. Donc, si l'HTAP précapillaire se développe, vous avez après le VD qui va se dilater. On aura après une IT. Donc, vous voyez, on commence par un RM, HTAP postcapillaire, HTAP précapillaire, VD dilaté, IT, fuite IT. Et œdème des membres inférieurs, œdème, c'est-à-dire le foie hépatique. Voilà la décompensation, le mode de décompensation d'un RM évolué. Donc, la clinique, donc j'en passe rapidement, donc vous savez ce que j'ai dit tout à l'heure, elle peut être asymptomatique. La symptomatologie, c'est sur le dyspnée d'effort, l'orthopnée, c'est un mode de découverte chez les sportifs en grossesse. Hein. Bah, chez nous en Algérie, on a beaucoup de femmes porteuses de RM qui viennent, le mode de découverte, c'est pendant la grossesse, et surtout la découverte d'une dystéroïdie. Un mot pour la grossesse. Donc, on va le voir après dans le thérapeutique. Le traitement médical, il faut ralentir, hein, parce que la tachycardie compromet le remplissage ventriculaire, donc il faut ralentir par des médicaments qui ralentissent. Souvent, avant c'était digitalique, maintenant c'est des bêta-bloquants. On peut associer digitalique et donner des médicaments qui vont diminuer la stase, surtout les médicaments à type de trinitrine, hein, et traiter le FA. Donc, il faut ralentir et traiter le FA. Traiter le FA, c'est surtout la cordamone, et anticoaguler. Anticoagulation, donc, comme tout à l'heure, le FA est pourvoyeuse, elle est emboligène, donc il faut traiter par des anticoagulants. Donc, vous voyez, maintenant, d'un rétrécissement mitral, on est arrivé à la thrombogénie. Donc, le traitement il est triple hein, maintenant. Donc, il faut ralentir, anticoaguler et essayer de réduire cette FA. Surtout si elle est récente, on peut la réduire par chimiquement ou bien instrumental. L'échographie, hein, maintenant on passe à l'échographie. Donc, on va avoir une OG très dilatée qui dépasse les 40, 50, 60 cm de diamètre. On peut trouver un contraste spontané. Quand vous trouvez le mot, parce que souvent on n'écrit pas, hein, les comptes rendus d'écho, on n'écrit pas présence d'un thrombus. Ils écrivent un contraste spontané. On ne sait pas. On voit un contraste spontané intra-OG. Si vous voyez ce terme-là, c'est l'équivalent d'un thrombus intra-OG. Et là, vous devez faire attention. Vous devez axer votre thérapeutique anticoagulant. Il ne faut pas l'arrêter en préopératoire, reprendre rapidement en post-opératoire. Voilà, le terme, ça, c'est l'existence d'un thrombus. Alors, ça, c'est des éléments échographiques. Donc, les feuilles mitraux sont déformés, restrictifs, avec fusion, commissurale, appareil sous-valvulaire restrictif. Et puis, tout ça, c'est des éléments échographiques. Il y a une belle plaque, je vais vous en montrer. C'est des indications de dilatation, percutanée. Donc, l'échographie Doppler, donc en couleur, donc on va avoir des ondes d'accélération, décélération. On va mesurer le flux transmitral, hein, qu'on va trouver la vitesse max supérieure à 2 mètres par seconde. On va trouver des ondes de turbulence intra-VG et le gradient mitral VG moyen qui est élevé.
L'indication opératoire pour la sténose mitrale, donc c'était des indications quand la surface est inférieure à 0,6, c'est rien du tout. Hein. Pas, et maintenant, on la calcule par rapport à la surface corporelle. Hein. Donc, si on rajoute, donc c'est sujet adulte, 1 mètre, 1 mètre 3, 1 mètre 10, 1 mètre 50, c'est beaucoup moins que 0,6. On va trouver des gicleurs aussi de 0,4, de 0,3. Donc, il y a donc les indications, donc j'ai dit la sténose, le degré de la sténose, la symptomatologie de des patients, l'hypertension pulmonaire, surtout si elle dépasse, la PAS dépasse 60. Si le patient est asymptomatique mais à risque embolique élevé, c'est-à-dire qu'il fait des embolies itératifs, à chaque fois il fait une AIT, il fait des ischémies périphériques, donc c'est une indication à opérer, même si c'est asymptomatique, c'est une indication à opérer ces patients-là, à opérer en cardiovasculaire. Et l'élément important, c'est les patientes qu'on a en Algérie, c'est des femmes qui viennent, qui porteurs de RM et qui sont en grossesse. Et souvent, c'est une découverte au 3e trimestre qui viennent et le cardiologue, des fois, il juge que c'est très difficile de mener à terme la grossesse et c'est une indication, ce qu'on appelle, on ne peut faire une chirurgie cardiovasculaire pendant la grossesse, ça peut se faire, mais la mortalité fœtale très importante. Donc, ça a été fait pendant très, très longtemps, ce qu'on appelle la dilatation mitrale percutanée. Et on a une expérience chez nous à parler. Il y a 2-3 malades qu'on a envoyés pendant la grossesse à 31 semaines se faire dilater et revenir pour accoucher le plus longtemps possible. Et une communication, je pense que je vais vous la montrer. Voilà, Alors, on continue. Là, c'est un cas clinique que j'ai publié, ça fait que 2 ans, je crois. Donc, c'est une femme qui est venue, RM serré, 31 semaines de grossesse, stérilité de 8 ans. Après plusieurs refus d'hospitalisation dans différents services, donc elle est 31 semaines, liée à 3, plusieurs OAP. Voilà. C'est clinique, je suis rapide parce que voilà. À 31 semaines, quand on conseille verbalement d'aller prendre un avion cardio, donc c'est pas la peine, on avance. Alors, deuxième voie de prise en charge. Donc là, quand on a eu connaissance de cette patiente, on a activé ce qu'on appelle le réseau de prise en charge entre réanimateurs, obstétriciens et cardiologues interventionnels. Donc, c'était l'équipe de Blida. Donc, ils ont conseillé de refaire l'échographie par une personne, l'échographie qui a été faite dans notre service. Donc, ils ont vu, on a envoyé des photos par Viber, au cardiologue interventionnel. Et ils ont répondu d'accord pour la prise en charge au début de 37 semaines. Donc, la veille, elle est partie, la patiente. Elle a été reçue, admise, programmée. 1 heure avant l'acte, patient a fait un OAP, elle a été jugulée. Dilatation avec succès, elle a été dilatée le jour même, avec succès. Donc, elle passe de 0,5 cm à 2 cm sans avoir une IM contingente. Et donc, elle a été réadmise à notre CHU, bonne évolution. Donc, le traitement en a continué. Sur le plan obstétrical, donc, elle était une présentation pratiquement de siège, stérilité primaire. Et donc, la voie qui a été décidée par les obstétriciens, c'était la voie haute. Et elle a été programmée avec monitorage invasive, pression artérielle avec delta PP, voie centrale jugulaire, choix de la technique anesthésique, c'était âgé par rapport à l'eco régional, vu la forte HTAP, donc elle était à 70 HTAP. C'est pour ça qu'on a choisi l'AG chez elle. Donc sinon, on aurait choisi une rachis chez elle. Monitorage 2 bis, monitorage scolarisation. On a antagonisé à la fin d'intervention. Donc, voilà la technique anesthésique, extraction fœtale, donc pas de problème particulier. Donc, tout ça, c'est des éléments qu'on a fait. Pratiquement, là, je voulais vous montrer que la prise en charge, donc dilatée, PAPS élevé, quand même, donc
l'obstacle a été levé, mais on a préféré de la manager en matière d'anesthésie avec fort monitorage et la patiente n'a pas posé de problème particulier. L'enfant va bien, tout le monde va bien. J'avais une belle photo entre l'enfant et sa maman. Et c'est une femme qui vient de l'intérieur de l'Algérie, donc pratiquement aucune intervention extra-médicale qui a été faite pour elle. Qu'on découvre dans le service, qu'on a pris en charge, qu'on a managé dans notre service. Et, alhamdoulilah, elle se porte bien après une stérilité de 8 ans. Là, j'ai dit tout à l'heure, donc c'est des critères échographiques de faire une dilatation percutanée pour le type de cette malade. Donc, des feuillets souples, pas de calcification, pas de fusion, pas d'IM et absence de thrombus. Tout ça, c'est des éléments de dilatation. Pour vos informations, en Algérie, il y a beaucoup d'équipes. Il y a des équipes qui se développent, des jeunes et des moins jeunes, qui font cette dilatation. Quand même, en Algérie, ça a commencé à faire dilatation dans les années 90, quand même. Il y a des qui ont appris la technicité en Belgique. Ça a été très, très bien fait. Donc, il y a des équipes maintenant qui se sont mises. C'est une bonne chose. Alors, technique anesthésique pour patients porteurs de RM pour chirurgie non cardiaque. Donc, je reviens les drogues anesthésiques, je reviens maintenant l'étomidal, bien sûr, c'est le stabilité hémodynamique exemplaire. Il n'est pas le seul. Pendant très longtemps, on a utilisé le médazolam. Le propofol, donc, il risque de faire baisser la précharge, mais c'est un bon élément d'entretien, on va le voir après. Le fentanyl, le thiopental, kétamine. Bon, thiopental, il était utilisé dans les années de 90 jusqu'à 2000. Le pentantal resterait, même dans un pays européen, le pentantal était utilisé. Mais maintenant, vu d'autres narcotiques, surtout les halogénés, le pentotal pratiquement est devenu à exclure de la prise en charge anesthésique. Éviter bien sûr les poussées tachycardisantes à l'intubation par une instillation de la glotte, pas de la xylocaïne. OK. Alors, le maintien de l'anesthésie, c'est l'entretien. Donc, de choix, sévoflurane, oui, sévoflurane, d'autant plus si on est couplé à un analyseur de gaz. L'Ivoque, si on le dispose, ou bien le dibimassique, donc on peut utiliser l'Ivoque, comme on peut utiliser le propofol à seringue électrique sur le protocole 12, 10 et 6, adapter les doses en fonction de l'hémodynamique. C'est quelque chose qu'on peut le faire. La ventilation, on peut choisir avec une pipe, mais pas beaucoup, parce que la pipe, elle s'oppose au retour veineux. Donc, l'hyperventilation diminue les résistances artérielles pulmonaires, donc peut être bénéfique en cas d'HTAP. Donc, éviter l'hypotension, donc en augmentant les résistances artérielles systémiques avec un vasopresseur alpha, type phényléphrine ou noradrénaline. Donc, dans ce cas précis aussi, il faut éviter l'hypotension, pas comme le RAC, mais quand même, l'hypotension doit être traitée tout en regardant la volémie, toujours la volémie. On fait le test de remplissage, mini-plus challenge. Si le malade n'est pas en hypovolémie, donc il faut utiliser des vasoconstricteurs pour antagoniser l'effet adverse des anesthésiques. Éviter les surcharges liquidiennes, ça maintenant aussi, c'est comme le RAC. Vous avez un orifice qui est rétréci, vous remplissez en veineux, donc ça ne passe pas, vous allez inonder le poumon. Donc, faire le remplissage judicieux. Éviter la tachycardie et en cas de surcharge pulmonaire, bien sûr, les diurétiques et surtout la nitroglycérine en cas de surcharge et en cas aussi de pic hypertensif par rapport à l'oxyne. Comment on peut gérer l'hypertension pulmonaire? Donc, l'hypertension pulmonaire en périopératoire se manifeste par pression basse, donc débit bas avec une désaturation. Donc, il faut provoquer une hypocapnie, l'alcalose, diminuer l'HTAP. On peut utiliser les prostacyclines, on peut utiliser le NO, on ne le dispose pas en Algérie, mais on va, Inch'Allah, le faire introduire chez nous. Le sildenafil, très, très important, et on peut rajouter aussi le Melrinone, c'est le chef de file quand même, là, certains services en disposent.
Donc, on évitera, bien sûr, la kétamine, on évitera le protoxyde d'azote, hein, c'est à proscrire chez les malades valvulaires et coronariens. Le stress, la douleur, l'acidose, l'hypoxie, l'hypercapnie, tout ça, c'est des éléments à bannir. Et pratiquement, à chaque fois qu'on est en face d'une hypertension pulmonaire, donc on commence à traiter, éviter la douleur, éviter l'acidose, éviter l'hypothermie, éviter l'hypoxie et passer au traitement médicamenteux, les médicaments que je citais. Éviter l'hypervolémie, par mesure, je répète, il faut que ça soit ancré dans votre tête, là, le monitorage de la volémie, parce que jusqu'à maintenant, tous les monitorages de la volémie sont indirects. On n'a pas un monitorage de la volémie, et ça, c'est comme on a maintenant le débit cardiaque invasif, non invasif. On a la delta PP, oui, elle est bien, mais sous certaines conditions. Il faut respecter 4 ou 7 impératifs pour qu'elle soit valable. Et si on respecte, elle est quand même, la delta PP, elle a, comme j'ai dit tout à l'heure, je crois 87% de ROC par rapport aux autres monitorages. Et le chef de file, c'est le Doppler œsophagien, qui va nous donner le débit cardiaque en continu, en le mesurant le débit aortique. Alors, en cas de baisse de contractilité, bien sûr, c'est la dobutamine. Et en cas d'HTAP, le Mérinone, ben, ça c'est quelque chose que j'ai anticipé. Maintenant, on passe à la troisième valvulopathie, c'est la maladie mitrale. Alors, l'hémodynamie recherchée, je vais être un petit peu rapide maintenant. Donc, l'hémodynamie recherchée en cas de maladie mitrale, l'insuffisance, c'est pas la maladie mitrale, donc une précharge, il faut une précharge élevée. Il faut une précharge élevée. Les résistances artérielles doivent être élevées, surtout s'il a un prix de dominance. Là, on est à la maladie mitrale. Hein, voilà. Donc, la maladie mitrale, c'est une IM avec RM. Pratiquement RM, IM. Et surtout sur le plan échographique, ils vont nous dire quelle est la prédominance. Est-ce que c'est l'IM qui prédomine, ou bien c'est le RM qui prédomine. En général, ça survient quand les classifications sont défeuillées, sont rigides, donc il n'y a plus de fermeture de feuillets mitraux. Alors, les impératifs hémodynamiques, donc il faut un soutien inotrope si dysfonction de VG, il faut un vasodilatateur si les résistances pulmonaires sont élevées, et la ventilation en pression positive doit être est bien tolérée. C'est-à-dire quand vous avez une surcharge pulmonaire importante dans la maladie mitrale, il vaut mieux utiliser la pression positive. La pression positive de ventilation, c'est qu'elle elle va permettre d'éjecter le sang. Elle est pourvoyeuse d'augmentation du débit cardiaque par la poussée du volume courant intrapulmonaire. Bien sûr, l'autre versant, c'est qu'elle va s'opposer aussi au remplissage vasculaire. Donc, mais l'effet positif, c'est qu'elle augmenterait le débit cardiaque. On passe à l'insuffisance aortique. Donc, l'insuffisance aortique, il y a deux mécanismes, soit par dilatation de l'anneau, en cas de cardiopathie dilatée, hein, il y a certaines pathologies qui donnent cardiopathie dilatée, donc vous avez l'anneau qui s'ouvre et ça donne un résidu post-éjectionnel, ou bien carrément vous avez l'insuffisance, la destruction des cuisses, que ce soit par endocardite ou bien dégénératif, et ce qu'on appelle le G, il est excentrique. Dans le premier cas, le G, il est central, c'est une dilatation pratiquement cavitaire. Dans le deuxième lieu, le G, il est excentrique, ce qu'on fait la différence échographique pour différencier l'insuffisance aortique. Les étiologies, donc on peut avoir la maladie annulo-ectasiante musculaire du tissu conjonctif, chondroïde, c'est type la maladie de Marfan, donc avec un risque de dissection aortique. Vous savez très bien que la maladie de Marfan atteint le tissu chondroïde et ça s'accompagne, donc il n'y a pas de tissu élastique et il y a une dilatation pratiquement de tous les tissus de soutien du tissu conjonctif et ça répercute par une dilatation de l'aorte et avec insuffisance aortique.
qui nécessiterait, sur le plan cardiovasculaire, ce qu'on appelle l'intervention de Bendal, qui a été faite la première fois en 1997 avec mise en place d'un tube à la clinique Les Castors, auquel on avait l'avantage d'y participer. Deuxième élément, c'est surtout la bicuspidie. Donc, c'est une malformation congénitale. À l'âge adulte, donc, si on fait des échographies itératives de masse, on va trouver des patients qui sont porteurs de bicuspidie, qui sont asymptomatiques, mais ils sont pourvoyeurs d'endocardite et d'insuffisance aortique. Les critères de gravité, donc, on va estimer le volume régurgité quand il est supérieur à 60 millilitres. Et surtout, la baisse de la fraction de régurgitation supérieure à 45%, le surface de l'orifice de régurgitation, l'HVG, donc l'insuffisance aortique, il y a une dilatation énorme du VG, ça se voit au téléthorax, ça se voit aussi à l'échographie. Donc, quand on fait l'échographie, on trouve une dilatation pratiquement du VG avec des mensurations énormes. Et l'insuffisance aortique, elle garderait longtemps un bon débit cardiaque. Donc, par la loi de Starling. La loi de Starling, donc vous avez une dilatation. À chaque fois une dilatation, le retour d'éjection est important, mais elle arrive à un certain temps. La loi de Starling, c'est l'autre versant. Donc, toute dilatation excessive se répercute par un bas débit. Donc, l'IA, sur le plan physiopathologique, donc l'IA augmente lorsque la résistance s'élève, bien sûr, sur le plan hémodynamique. Si vous avez une pression post-charge, la post-charge est élevée, ce qu'on appelle par la douleur, par le froid, par l'acte chirurgical, une augmentation de la post-charge, des résistances vasculaires périphériques, va majorer l'insuffisance aortique et augmenter le résidu ou le reflux post-éjectionnel. Et donc, elle va induire une hypertrophie par rapport à l'hypertrophie du RAC. Maintenant, c'est une hypertrophie excentrique du VG, hein, mais ce n'est pas au dépend de la chambre de chasse, mais au dépend du muscle cardiaque à l'extérieur. C'est une hypertrophie par délacération de VG. Donc, vous avez la chambre de chasse qui va être augmentée de volume. Donc, il y a un volume important qu'il faut éjecter par rapport, donc la différence entre le RAC et l'insuffisance aortique, c'est que l'autre, c'est la chambre de chasse qui est petite, non, la chambre de chasse qui est énorme, mais il n'arrive pas à éjecter le sang en périphérie. Donc, les impératifs, on va les voir après, les impératifs anesthésiques. Donc, il faut une précharge élevée, une tachycardie importante, c'est-à-dire une fréquence, il faut optimiser la fréquence entre 80 et 90. Il faut faire une vasodilatation périphérique, bien sûr. Si vous avez le VG qui doit éjecter, il faut ouvrir en périphérie, hein, pour que le sang doit être éjecté et minimiser cette surcharge volumétrique, ce qu'on appelle une surcharge volumétrique de VG. L'autre, le RAC, je la compare comparaison, l'autre, c'est une surcharge de pression. Le RAC, c'est une surcharge de pression. L'IAO, c'est une surcharge en volume. Voilà, c'est le terme que le réanimateur doit retenir. Bien sûr, quand on a une baisse d'inotropie, on doit utiliser l'isotropes positif, le chef de file, c'est le dobutamine. L'IAO répond très bien au dobutamine, tandis que tout à l'heure, ce que je n'ai pas dit aussi, en matière de RAO, le RAO répond très très mal aux drogues inotropes positifs. Si vous voulez, je vous montre ça, c'est important. C'est un point important. Je vais vous montrer là l'image, vous allez comprendre. Voilà. Vous avez le muscle cardiaque, le VG. Là, la chambre de chasse est petite. Et j'ai un malade qui a un RAC qui me fait des pressions basses en péropératoire ou en post-opératoire. Et
Donc, donc, le réanimateur décide de le mettre de façon intempestive aux drogues vasoactives, de drogues inotropositives. Comme le muscle est hypertrophié, donc les récepteurs membranaires aux inotropes sont très développés. Donc, on va donner, voilà, je vais donner Dobutrex 5 gamma kilo. Vous auriez une hyperactivité myocardique, hyperactivité, hein, c'est-à-dire le cœur va répondre de façon intempestive et il va éjecter de façon vide. La chambre de sas, il n'y a pas de sang, donc il va pratiquement, c'est l'équivalent d'une fibrillation. Donc, l'utilisation des drogues inotropositives dans le RAC, il faut qu'elle soit mûrement réfléchie. À mon expérience, si on est obligé de l'utiliser, il faut vérifier qu'on a un remplissage optimal et faire des doses minimales. C'est-à-dire si la personne, son RAC répond à 5 gamma, on peut utiliser, ça a été décrit depuis quelques années, je peux donner 1 à 2 gamma, à 3 gamma, inférieur à 3 gamma de Dobutrex, juste pour feuilleter, ce qu'on appelle feuilleter le myocarde. Au lieu de l'hyperexciter, il faut quand même l'aider un petit peu, parce que si je donne en excès, ça sera l'effet inverse, ce ne sera plus l'augmentation du débit cardiaque, mais ce sera la baisse du débit cardiaque due aux inotropes. Pendant très longtemps, les drogues inotropes étaient contre-indiquées en matière de RAC. En matière d'insuffisance aortique, donc il répond très bien, il répond très bien aux inotropes positifs. Et le chef de file, il répond très bien au Dobutrex. Dobutrex, pour vous, sachez que le Dobutrex est un bêta, donc il augmente l'inotropisme, mais il a un effet aussi vasodilatateur, hein, à partir de 7-8 gamma. Donc, c'est l'effet recherché en matière d'IAO. Donc, c'est le meilleur inotrope positif en cas de défaillance cardiovasculaire. On passe à l'insuffisance tricuspidienne. Aussi, c'est une entité, souvent, elle n'est pas seule, mais quand elle est seule, elle est toujours péjorative. Donc, vous avez insuffisance, une incontinence au niveau tricuspide. Donc, souvent, elle est associée à une surcharge du volume du VD. Donc, c'est un effet tampon. Quand le VD n'arrive pas à éjecter, on va le voir après, parce que vous avez des résistances pulmonaires qui sont élevées. Le VD ne peut pas lutter contre une hypertension pulmonaire. Donc, c'est l'IT qui prend en charge, c'est l'IT qui va se dilater et elle va refluer le sang en arrière, c'est-à-dire au niveau des veines caves sushépatiques et au niveau de la veine cave inférieure et la veine sushépatique. C'est pour ça, à l'échographie, on va la trouver très dilatée. Et si elle n'est pas traitée, donc on aura une insuffisance hépatique, des œdèmes des membres inférieurs, des acides, tout ça, c'est des compensations de l'IT. Donc là, on est au côté droit. Donc c'est une stase systémique, hein, systémique réseau veineux. 75% elle est due à l'HTAP, quand j'ai bien expliqué. Pourquoi j'insiste sur la physiopathologie? C'est à partir de la physiopathologie qu'on peut trouver des solutions thérapeutiques. Très important pour le réanimateur. Ce n'est pas la peine d'apprendre la médecine comme on a appris en sémiologie, mais le réanimateur doit comprendre la physiopathologie le mécanisme physiopathologique pour qu'il trouve des solutions adéquates. Un jour, on a discuté sur un malade qui avait FE basse, hein, à 25%, et avec des pressions basses. Le réanimateur a réfléchi de donner un vasoconstricteur, oui, mais il a sevré un électron positif auquel on avait besoin. Donc, on a besoin d'électrons positifs avec un petit vasoconstricteur pour augmenter les perfusions coronaires et rénales et cérébrales, mais pas le contraire, parce que quand on n'a pas compris le mécanisme, si vous avez fermé en périphérie, le cœur, même s'il a une bonne fonction VG, il va se fatiguer, parce qu'il va lutter contre un obstacle que vous avez créé.
Alors, les critères de sévérité de l'IT, donc c'est l'augmentation de la PVC, très élevée, la dilatation de l'OD, du VD, le diamètre de l'anneau est supérieur à 3 cm, et le bombement ça c'est des critères échographiques, le bombement du symptôme interauriculaire vers l'OG, donc le sillon interauriculaire, au lieu qu'il soit central ou bien dirigé vers l'OD, il va se diriger un bombement, ce qu'on appelle un bombement du sillon interauriculaire entre l'OD et le VG. C'est un critère pratiquement de diagnostic de l'hypertension pulmonaire. Et l'IT aussi fait partie, donc les mesures d'hypertension pulmonaire à l'échographie, il faut faire un Doppler au niveau de l'IT. Donc, le degré de sévérité de l'IT va nous donner le degré de sévérité de l'hypertension artérielle. Alors, les critères hémodynamiques recherchés dans l'insuffisance rénale à opérer, je vous dis que l'IT, anesthésie IT, c'est une anesthésie sur le point des pieds. Ça paraît simple, mais les IT sont très pourvoyeuses de bas débit post-opératoire. Donc, il faut avoir une vasodilatation pulmonaire, donc on doit baisser les résistances pulmonaires, quand on a vu tout à l'heure. Donc, vous avez tous les drogues monoxyde d'azote, sildenafil, melrinone, éventuellement le lévocémondan aussi, très, très efficace. Le lévocémondan est efficace dans les tropismes du VD, plus il est vasodilatateur privilégié des artères pulmonaires. Voilà, donc ce qu'on peut donner. La ventilation spontanée ou à pression, donc à gérer, parce que j'ai dit tout à l'heure que la ventilation à pression positive diminue le retour veineux. Et là, on a besoin d'augmenter le retour veineux pour être oxygéné, pour qu'on augmentera aussi le débit cardiaque en l'autre versant. Donc, le principe d'unité, il faut avoir des résistances pulmonaires basses et un soutien inotrope du VD. Pour votre information, le VD répond bien sûr aux dobutamine, mais souvent, quand l'IT est ancienne, le VD a pris ce qu'on appelle, il a pris un choc, donc il doit, donc le médicament de deuxième intention qu'on introduit, c'est l'adrénaline et éventuellement le lévocémondan. Depuis quelques années, on a bien compris l'hémodynamie. Certaines études rajouteraient de la noradrénaline. Pour la simple raison que la noradrénaline va augmenter la perfusion périphérique, la poste de charge. Donc, en augmentant la poste de charge, on va augmenter la perfusion des coronaires droites qui va augmenter l'inotropisme du VD. C'est une théorie qui tient la route. Elle est efficace, effectivement, parce que dilatation de VD, donc toute dilatation, VD ou VG, équivaut à une mauvaise perfusion du myocarde, parce que les coronaires sont écrasés par l'hyperpression. Donc, sur le plan hémodynamique, on a dit pourquoi pas ne pas faire une vasoconstriction périphérique au niveau artériel, au niveau de l'aorte, donc ça va permettre d'augmenter la perfusion des coronaires. Et la perfusion des coronaires, c'est elle qui va apporter de l'oxygène et des nutriments au myocarde pour qu'il éjecte le sang. La sténose tricuspidienne, elle est très rare, donc très rare qu'elle soit isolée. Elle n'a pas d'incidence importante en anesthésie. Donc, l'impératif que le malade doit être plein, lent et fermé. Et on arrive à l'insuffisance et sténose. Et le chef de file, qu'on va le voir, c'est l'insuffisance aortique, l'insuffisance mitrale. Mais j'en passe sur ça, j'aimerais bien vous montrer la sténose aortique et la sténose mitrale. Sténose aortique, sténose mitrale, pratiquement en matière d'anesthésie, c'est le risque majeur en matière d'anesthésie. Parce que vous avez une fermeture au niveau de l'oreillette de l'orifice mitral, donc baisse du débit, baisse du retour veineux, baisse
du remplissage du VG, et vous avez un orifice fermé pour éjecter le sang. Donc, non seulement il n'y a pas de sang qui arrive, mais le sang ne peut pas être éjecté. Donc, le risque majeur en matière d'anesthésie, c'est la sténose aortique, sténose mitrale. C'est beaucoup plus important que la sténose aortique qu'on a vu tout à l'heure. J'ai laissé ça pour le dernier. Donc, les impératifs hémodynamiques. Donc, il faut avoir une précharge élevée, hein, c'est-à-dire le remplissage doit être optimisé à la limite supérieure. Il faut avoir une fréquence basse. Pourquoi? Parce que la fréquence, c'est le remplissage du VG. Fréquence rapide, donc le temps de diastole n'est pas allongé, donc mauvais remplissage. Et comme on a un orifice rétréci, on a besoin d'augmenter le temps de remplissage, donc il faut faire une fréquence basse pour permettre un remplissage optimum de VG. Contractilité maintenue, il faut, en général, la contractilité elle est maintenue, mais quand elle est dépassée au stade évolué, elle peut être basse. Il faut avoir des résistances systémiques qui doivent être élevées. Pourquoi? Parce que il faut une perfusion des coronaires dans ce cas. Et les résistances pulmonaires basses, il faut éviter l'HTAP, parce que si on va rajouter l'HTAP dans ces cas, donc rien ne va arriver au niveau de l'oreillette gauche, rien ne va être de remplissage du VG, rien ne sera éjecté. Donc dans ce cas, il faut avoir des impératifs hémodynamiques du RAC. Alors, sténose aortique et insuffisance mitrale, ça c'est ce qu'on peut avoir. Donc, on peut avoir une sténose aortique, sténose mitrale. L'insuffisance mitrale, donc c'est bien, il y a un bon remplissage, mais on a le VG qui n'arrive pas à éjecter, donc on aura un résidu post-éjectionnel, donc les retours vers le poumon. Ces pathologies sont pourvoyeuses d'augmentation de volémie au niveau du pulmonaire. C'est des malades qui font beaucoup d'OAP, surtout s'ils font un défaut de remplissage, un excès de remplissage. Rapidement, l'OAP survient. Donc, les impératifs hémodynamiques, la composante la plus dangereuse est la sténose aortique, bien sûr. La précharge doit être élevée, la fréquence normale ou basse, c'est pour le remplissage. La contractilité doit être maintenue, souvent, elle nécessite des inotropes positifs, mais pas beaucoup, comme j'ai dit tout à l'heure. Et les résistances systémiques doivent être maintenues pour augmenter la pression diastolique pour permettre la perfusion des deux coronaires. On arrive à la conclusion. Alors, certains éléments de cardiologie sont indispensables pour notre gestion. Donc, les éléments cardiologiques, c'est quoi? C'est surtout la compréhension hémodynamique. Deuxième élément, c'est la lecture échographique, le compte rendu d'échographie et la discussion multidisciplinaire avec le cardiologue pour optimiser la prise en charge. Comme j'ai dit tout à l'heure, la physiopathologie à connaître pour chaque valvulopathie va nous guider dans la thérapeutique de prise en charge, que ce soit en anesthésie, en post-anesthésie et pour les traitements à ajuster. La technique ainsi doit être adaptée à chaque cas. Je répète, pour ce cours-là, donc le chef de file, vous avez, si on commence par la gravité, c'est le RM, RAO, madame le RAO, et vous avez le RM. Le dernier qui poserait pas beaucoup de problèmes, c'est l'IAO. Voilà un petit peu le résumé. L'IT, c'est beaucoup plus le côté droit, mais il faut s'en méfier en cas d'HTAP. Et voilà, je vous remercie. Le cours est terminé. Je vous demande si vous avez des questions à les poster, donc on est là. Je pense qu'on va se couper et noter les questions, vous l'envoyez et je vais essayer de répondre à la plupart de vos questions principales. Je vous remercie.